Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce lundi 12 novembre 2018. C'est avec Gérard Ouessan, le patron du journal Sika, Michel Tchadia, le patron du journal Ouara les Vainqueurs, Jacques Dakouti, éditorialiste. On sera également rejoint en studio par Dimas Dikodo du journal Forum de la semaine. Ensemble, nous reviendrons sur l'économie togolaise, la santé de notre économie, les banques togolaises, quelle contribution réelle pour l'économie nationale. Nous nous interrogerons donc sur le sujet. Nous parlerons naturellement politique, vous nous y attendez d'ailleurs. La question de l'élection est encore sur le tapis de développement de l'actualité politique de ces derniers jours. Allons-nous vers une élection RTO au Togo? J'interrogerai mes confrères en studio. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Michel Tchadia. Bonjour Eric, bonjour à Gérard, bonjour également aux techniciens. Et je voulais un peu son nom. Jacques Prosper. Jacques Prosper. Bonjour au DG Amédoji Blaise. Oui. Et puis bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin, Michel. Avec plaisir. Bonjour Gérard Ouessan. Bonjour à tout le monde. Je suis content de savoir que le DG s'appelle Amédoji, parce que moi je l'ai toujours connu sous le nom de Blaiseau Elzo. Hein. Oui, c'est aussi son nom. Depuis notre petite jeunesse, on l'entendait sur la radio, sur Radio Lomé, et c'était quand même c'était une référence. Et bon, je le salue aussi. Et tout ça, voilà. Je le salue. D'accord, très bien. Je voulais qu'on parle d'entrée de jeu de notre économie avant de laisser place à la politique et un peu plus tard aux auditeurs qui pourront aussi réagir. Depuis la semaine dernière, nous avons quand même commencé une série d'émissions sur l'économie togolaise. Nous avons parlé de la banque en donnant la parole aux auditeurs clairement sur le sujet jeudi passé. La santé de l'économie togolaise. Gérard Ouessan, je vais commencer par vous. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que notre économie se porte mieux qu'hier? Ouais, vous allez me permettre quand même de placer un petit mot concernant la route de Kégué. Ça me tient beaucoup à cœur. Ah oui, on en avait parlé lundi passé. On en avait parlé, il y a même des auditeurs, je me rappelle deux auditeurs qui ont réagi et qui ont dit que normalement, que même sans panneau, nous-mêmes on devrait faire attention. Et ce qui n'était pas faux quand même. Hein? C'est pas faux, mais quand on aspire à avoir un état de droit, il faut que ceux qui édictent des lois le fassent aussi. Il y a ce qu'on appelle jurisprudence. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut édicter des lois et nous, on marche selon des lois. Quand il n'y a pas de loi, vous commettez, comment est-ce qu'on peut commettre des infractions quand il n'y a pas de loi, quand on ne légifère pas? Donc, construire une route sans balise, sans panneau de signalisation, sans rien du tout, et une route encore bordée de caniveaux, et chacun roule comme il veut, à la vitesse qu'il veut. Vous savez, samedi vers 20h, c'est ce que je disais, c'est encore arrivé, il y a un enfant qui s'est fait écraser, raide mort en même temps. Est-ce qu'on va attendre que les hommes atteignent la sagesse avant de cesser de mourir? S'il faut attendre que nous atteignions la sagesse, moi je crois qu'il y aurait beaucoup de dégâts. Parce que nulle part sur cette terre, les hommes ne sont sages comme ça, naturellement. On dit la sagesse commence par la peur du gendarme. Oui. Il faut qu'il y ait des gendarmes. Quand je dis gendarmes, ça veut dire des lois. Et le code de la route, les Chinois qui sont là-bas, qui construisent la route, ils ont un cahier de charge. Dans leur cahier de charge, sûrement qu'il y a des mesures de sécurité qu'ils doivent prendre pendant qu'ils construisent la route. Mais nos enfants ne vont quand même pas continuer à mourir parce que eux ils s'en fichent, ils ne feraient pas ça en Chine. Et ça, c'est une vie humaine qui vient encore de partir. Alors, vraiment d'aborder la question que je vous ai posée, je donne la parole peut-être à Michel sur le sujet. Je ne sais pas si vous voulez... Non. Ah, très bien. Alors, allez-y maintenant, Gérard, sur la question économique. Oui, bon, pour l'économie, vous savez, l'économie, c'est quelque chose de complexe, surtout en matière d'économie politique ou bien de macroéconomie. C'est toujours complexe, c'est plusieurs paramètres qui jouent en même temps. Et la dernière fois, on nous a parlé de Doing Business, où le Togo a fait quand même, disons, un petit miracle, c'est vrai. Mais à côté aussi, il y a ce problème de repartage, de redistribution de ce que nous appelons quand même la croissance. Je crois que le Togo tourne autour de 5% de croissance. Maintenant, la redistribution de
de cette croissance, c'est aussi un autre paramètre. Bon, la question me semble un tout petit peu vague, vous m'excuserez, parce que quand vous me parlez de l'économie, moi je suis tenté de vous demander que vous me situez plus, que ce soit par exemple l'exploitation minière, ou bien le commerce, ou bien l'OTR dans notre économie, ou bien... Donc, il y a tellement de pans de l'économie que, globalement, comme ça, moi, je dis que le Togo est en crise. Alors, est-ce que les banques que nous avons dans notre pays aujourd'hui, par rapport au commerce dans le pays, est-ce que tout cela contribue à améliorer l'économie togolaise, à votre point de vue? Bon, notons d'abord que nos banques ne font pas beaucoup de prêts. Ça, c'est quelque chose dont on s'est toujours plaint. Dans d'autres pays, vous voyez, on fait des prêts que vous payez sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, la dernière fois, j'ai un ami mozambicain en Allemagne, il me dit, ah, je me suis acheté une nouvelle maison, c'était une belle maison, et il va payer ça sur 35 ans. C'est-à-dire qu'il paye, il va à la retraite, et il a une fille, et la fille continue à payer. Donc, ici et là, quand vous allez faire un prêt immobilier, c'est payable sur 3 ans. Quand vous faites un prêt, dans 3 ans, vous devez l'amortir totalement, et ce qui fait que vous avez votre maison et vous ne vivez plus. Soit vous choisissez entre la vie et votre maison, quoi. Entre ne pas manger ou bien avoir une maison. Donc moi, on a vu des gens faire des prêts à la banque pour s'acheter un terrain. Après, on a fait un autre prêt pour quand même construire là-dessus. On n'a même pas encore terminé, peut-être quand on s'en va. Ben oui, et puis quand vous voyez le monsieur, même il a ce qu'on appelle le visage tout à fait famélique. Hein. Le visage est rentré, les joues, il perd tout parce qu'il ne mange pas. Or, ce n'est pas le sens de la vie. Bon, moi, les autorités même le savent, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être que l'État devrait intervenir et donner des garanties aux banques pour que nous puissions faire des prêts à long terme ou bien du moins à moyen terme. Mais des prêts à court terme de 3 ans. Et encore, Jacques le disait la dernière fois ici, quand vous n'êtes pas fonctionnaire, ça devient très 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 difficile. On vous demande des garanties pas possibles. Et des gens comme nous, par exemple, des journalistes, des particuliers, vous n'avez aucune chance de faire des prêts pour réaliser des choses. C'est quand même compliqué. Michel Tchadja, l'économie togolaise. Est-ce que vous voyez une contribution réelle des banques chez nous? Non, les banques contribuent. Peut-être qu'à une hauteur que ou peut-être d'une manière que peut-être nous ne voyons pas, nous ne trouvons pas acceptable. Sinon, les banques contribuent. Elles font les prêts aux fonctionnaires pour vous l'avez dit tantôt, pour des prêts immobiliers ou pour bâtir son chai. Je trouve ça important. À quel taux? Oui, peut-être on peut parler de taux parce que vous savez que ces dernières années, il y a un foisonnement de banques chez nous ici, mais ce qu'on aurait souhaité, qu'il y ait beaucoup plus de facilité dans l'octroi des prêts, mais puis qu'il y ait une réduction aussi de taux d'intérêt. Mais on se rend compte que à ce niveau-là, rien ne bouge. Hein, et puis, je pense qu'à un niveau donné, on n'aide pas le citoyen ordinaire à pouvoir, même si vous n'êtes pas un fonctionnaire, que vous puissiez faire, si vous avez peut-être propriétaire terrien par exemple, il faut quand même alléger l'obtention des titres fonciers. Parce que c'est une façon aussi de développer l'économie. Parce que j'ai mon titre foncier, j'ai ma parcelle de terrain, je vais m'appuyer sur ça pour demander un prêt, pour peut-être me lancer dans une activité économique. Et sachant pertinemment que si je ne me comporte pas bien, la banque est en mesure de me prendre ma parcelle. Donc je suis obligé de gérer vraiment avec une certaine orthodoxie afin de pouvoir payer la banque et qu'un jour ou l'autre, que je puisse quand même m'en sortir. Mais au Togo, quand vous parlez de titres fonciers, c'est comme, je sais pas, c'est le miel. Oui, mais en même temps, on nous a dit la dernière fois par rapport au Dune Business que le Togo a fait quand même des avancées terribles quand même par rapport à ce titre foncier. C'est l'un des points gagnés par les autorités dans ce domaine. Mais ce n'est pas encore, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est un point. On sait que les autorités ont quand même la volonté de pouvoir agir sur cet aspect de la chose. Mais quand vous prenez la population togolaise, d'une manière globale, quand on parle de titres fonciers, combien de Togolais ont des titres fonciers et quels sont ceux qui sont en mesure, avec ce titre foncier, de demander des prêts bancaires? Mais c'est au bout des doigts.
Il faut le reconnaître. Et donc, moi je trouve que si on allège l'obtention du titre foncier, il y a des gens qui sont propriétaires terriens. Ils peuvent se lancer dans des activités. Pourquoi généralement, vous voyez où à la justice, vous allez à la justice, quand on sort les prisonniers pour les amener au tribunal, la plupart c'est des jeunes. C'est des jeunes. Pourquoi? Il fait double vente. Parce qu'il s'est rendu compte que son frère a vendu, lui n'a rien gagné, il sort derrière son frère, il vend la même parcelle de terre. Et finalement, il se retrouve à la justice. Il s'était organisé de telle sorte que, bon, la femme, la collectivité, ils ont le titre foncier sur un domaine donné. Et ils lancent un prêt bancaire. Mais on sait s'il y a Kodjo, Komi et Bravi, on sait comment les aider à ce que chacun se trouve dans exerce dans une activité donnée. Et on peut s'en sortir. Donc je pense que c'est un aspect sur lequel les autorités doivent en tout cas agir pour pouvoir... C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le nouveau code voté au Parlement, il n'y a pas longtemps, c'est dit clairement qu'on ne peut plus vendre de terrain chez nous sans que ce terrain dispose d'un titre foncier. Ça veut dire qu'il y a... Non, on n'a pas encore pris le décret d'application. Bon, c'est pas encore pris le décret, mais bon, le test sera comporté dans le test. Oui, mais en attendant, on fait quoi? On achète sans titre foncier. Si demain, Eric Gâteau veut acheter un terrain, mais tu l'achètes sans titre foncier. Mais le jour où on prend le décret d'application, en ce moment-là, il faut en tenir compte. Bien. Bonjour Jacques Dakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Eric. Je poserai la même question que les confrères tout à l'heure. Est-ce que nos banques aujourd'hui sérieusement au Togo contribuent à promouvoir notre économie? Je voudrais d'abord rebondir sur la question du titre foncier qu'évoquait tout à l'heure mon confrère Michel Tchadja. Je ne sais pas si depuis un certain temps vous avez eu écho à ce qu'on ne signe plus les titres fonciers. Là, on ne signe plus? Justement, parce que, entre-temps, le directeur qui signait les titres fonciers avait eu un problème. On a au niveau du service des impôts. Oui. On lui avait retiré la signature. Je ne sais pas si il y avait un appel à candidature qui avait été lancé pour recruter une autre personne. Et dans le temps fou que l'ex-DG a pris par rapport au titre foncier qui avait été déposé pour la signature, vous allez voir que ceux qui ont eu la chance d'aller là-bas, mais c'est comme un magasin d'engrais où les sacs sont entre des piles de dossiers. Justement. Et je crois que même le DG des impôts, quand il est sorti, il a vu les piles de dossiers, il a eu le vertige. Il est tombé même malade parce que lui-même, pendant 2 semaines, n'était pas allé au boulot. Le fait qu'il a vu comment le pile de dossiers qu'il y avait. Donc actuellement, il y a même un problème à ce niveau. Oui. Je ne sais pas si c'est réglé, si on a nommé un autre directeur par rapport à la signature de ce titre foncier. Donc à ce niveau, il y a également un problème pour parler d'avoir un titre foncier avant d'aller faire les prêts. Est-ce que les banques... Normalement, lorsqu'on avait retiré la signature du foncier, ça devait revenir normalement du commissaire général des impôts de l'OTR. Oui, L'ancien qui est parti, comme c'était un étranger, on ne pouvait pas accepter qu'il signe les titres fonciers parce que ça relève du domaine de la souveraineté. Mais à partir du moment où on a retiré la signature à ceux qui étaient... Vous savez que la route pagaille même dans le foncier, c'est au niveau du cadastre. Ce qui se passe là-bas... Comment c'est possible tout ça? Oui, c'est possible. C'est possible. La route pagaille. Ceux qui sont chargés de protéger les citoyens, c'est eux qui ont organisé pendant des années le tripatouillage foncier. Je pèse mes mots. Le tripatouillage foncier, c'est au cadastre que certains ont organisé ça. Et pendant des années, vous comprenez? Aujourd'hui, c'est un problème. Moi, j'ai animé un débat avec un débat en présence du ministre de l'Habitat, mais j'ai déjà dit, les réserves administratives, c'est eux, les gens du cadastre, c'est eux qui ont vendu dans ce pays des réserves administratives, et c'est eux, quand ça les intéresse, ils viennent délimiter un quartier, disent que bon, quitter, que c'était une réserve administrative. Eux, ils s'en servent et ils punissent les populations comme ça, d'une manière vraiment éhontée. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je suis de ceux-là qui ont applaudi des deux, mais quand le gouvernement a vraiment, comment l'appelle-t-on, voté
à adopter le projet de nouveau code foncier. Parce que ça peut vraiment... Mais le problème du Togo, ce n'est pas les tests fondamentalement. Oui, dans l'application, c'est déjà bien les que nous avons fait. C'est-à-dire qu'il faut des tests qui protègent les plus forts et les plus faibles. Parce que ce que nous avons observé jusqu'à un passé récent par rapport aux fonciers, et c'est les fonctionnaires qui sont chargés de protéger le citoyen. C'est eux qui, vous allez voir dans tous les carrefours, c'est eux qui ont les terrains, les angles de vie, c'est à eux. Et quand vraiment, si vous additionnez leur patrimoine immobilier dans ce pays, mais ça peut faire une préfecture. Mais dans ce pays, on regarde ces gens de la faire comme ça. Où ils ont des titres fonciers jusqu'à leurs enfants de 2 mois. Vous comprenez ça? Comment ça? Mais comment? Nous sommes au Togo. Et on peut fermer les... Même des enfants de 2 mois. Moi, je vous dis. Je vous dis. Merci, Michel. Jacques, c'est vous qui avez la parole. On parle de l'économie. Oui, je crois que vous avez parlé de la contribution des banques à l'essor de l'économie au Togo. Il est vrai, vous savez, ce n'est pas tout ce qui arrive à faire les prêts au niveau des banques. Et aujourd'hui, pour essayer de combler... Voilà, pour essayer de combler un peu le vide, c'est pourquoi nous assistons à la floraison aujourd'hui des coopératives d'épargne et de crédit. Et également à ce niveau... finalement pour la population. Justement, c'est également... On se pose la question, à quoi elles servent ces banques chez nous que de faire un dépôt peut-être sur votre compte, aller retirer après, c'est fini? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, pour ouvrir un compte au niveau des banques, aujourd'hui, il faut être un homme riche. Et les pauvres se tournent vers effectivement les coopératives d'épargne et de crédit. Et aussi également pour faire des prêts, vous êtes obligé d'aligner 4 à 5 personnes comme garantie avant qu'on vous fasse un prêt peut-être de 100 000. Parce que quand vous prenez les coopératives d'épargne et de crédit, pour qu'on vous fasse un prêt au niveau de ces coopératives, ça ne dépasse pas 50 millions. Et ce n'est pas n'importe qui puisse également avoir effectivement cette garantie pour pouvoir avoir également les 50 millions. Je crois qu'aujourd'hui, pour que les banques puissent contribuer à l'éclosion de l'économie togolaise, il est important qu'on puisse faciliter l'octroi des prêts à cette jeune classe qui est en train de monter. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des jeunes, moi j'ai rencontré ne serait-ce que hier, seulement un jeune qui est revenu des États-Unis, il a effectivement un projet où il veut ouvrir un centre où vous aurez tout, c'est-à-dire que le système de gardiennage, le système pour organiser les conférences et tout, mais il a fait un dossier, il cherchait effectivement un financement, mais il n'arrive pas à trouver ce financement. Et aujourd'hui, les déboussolés se disent, si c'est comme ça, il préfère retourner encore aux États-Unis pour galérer là-bas. Et pourtant, on nous parle de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, il y a ces jeunes-là qui sont là. Quand vous prenez même le monsieur qui a inventé le foufou mix, jusqu'à présent, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à fabriquer le foufou mix parce qu'il n'a pas le financement. Je crois que voilà des projets qu'on pouvait quand même financer. Il a 20 millions. Hein. Oui, mais 20 millions, mais combien de foufou mix il peut faire avec 20 millions? On parle de 300 000 ou ça, donc c'est ça aussi le problème. Moi, je l'ai appelé, il fabrique les pièces maintenant, il se fait fabriquer les pièces en Chine. Et il les amène et puis on fait le montage ici. Entre-temps, il y en a qui ont copié son invention d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas protégé suffisamment. Il y a des pirates qui... Alors pourquoi est-ce qu'il y a des banques, parce qu'on en compte maintenant il y en a plusieurs. Des centaines dans notre pays. Pas plus que la semaine passée, on a appris que NCA a racheté les parts de Diamond Bank. C'est pour vous dire que chaque jour, il y a effectivement ces banques. Et n'oubliez pas également que quand vous voyez la plupart des banques, excusez-moi le terme, mais l'argent sale aussi passe par là. Le blanchiment d'argent, le blanchiment des capitaux. Au fait, ça passe également au niveau de ces banques. Donc, les gens m'excusent du terme, mais vous savez, c'est monnaie courante au niveau effectivement de ces banques. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les riches s'enrichissent avec les banques et les pauvres s'empauvrissent également au niveau des coopératives d'épargne et de crédit. Et si vous observez bien, c'est comme ça. Le foisonnement des banques rime avec la création des stations d'essence. Exactement. Ça rime. Donc, allez-y comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, peut-être c'est un autre débat, on va en parler après. D'accord. Gérard, les jeunes, ils ont besoin de financement pour pouvoir faire développer leur entreprise, leurs initiatives. On parle de l'entrepreneuriat tout le temps. Pourquoi est-ce que les banques réussissent finalement à leur donner de l'argent pour développer leur structure?
Bon, d'abord, il faut noter deux choses. Hein. La première des choses, c'est que nos banques sont constamment en surliquidité. Ça, c'est établi. Ils ont de l'argent, elles ont de l'argent, ils ne savent pas où investir. Tout le monde sait que les banques togolaises sont en surliquidité. Mais au même moment, il y a des gens qui ont besoin de prêts, mais on ne leur en donne pas. Bon, pourquoi? Juste parce que moi, je pense que les banques sont très prudentes. Et quand vous investissez dans une affaire ici au Togo, ce n'est pas sûr que vous aurez un bon retour sur l'investissement. Vous pouvez investir, vous donnez de l'argent à quelqu'un qui disparaît et vous ne le trouvez plus jamais. Vous investissez dans une affaire, il y a un problème et vous voyez que la justice ne se bouge pas pour vous remettre dans vos droits. Je vous donne mon propre exemple. Hein. J'ai eu un accident, j'ai perdu une voiture que j'ai achetée quand même avec beaucoup d'argent. Et l'affaire à la justice, ça fait plus de 2 ans. C'est toujours des renvois, jusqu'à ce que je n'aille la dernière fois pour aller dire au juge, moi je ne mets plus jamais pied dans votre tribunal, venez me saisir à la maison. Parce que moi je viens tout le temps, mon contradicteur, l'autre partie ne vient jamais, et on s'amuse à repousser l'affaire, alors que il faut que je me déplace de Lomé à Agou pour le tribunal. À chaque fois, j'achète de l'essence et je brave les dangers. Je suis traumatisé par cette route et pourtant, j'y vais tout le temps. J'ai dit au juge, je ne mets plus pied dans votre tribunal. Faites ce que vous voulez. Plus de 2 ans. Alors, imaginez que j'ai fait un prêt pour m'acheter cette voiture-là pour mon entreprise. Et depuis là, je vais dire à celui qui m'a fait le prêt à la banque, ben, écoutez, l'affaire au tribunal, ça traîne, et ça arrive de traîner encore 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Le temps que on ne meurt. Vous voyez un peu. Donc moi, je crois que quand la justice ne marche pas, quand il n'y a pas la sécurité judiciaire, les banques aussi, c'est normal qu'elles soient réticentes à donner, à faire des prêts. Ailleurs, il y a des banques qui demandent même, venez faire des prêts chez nous. Moi, je connais quelqu'un en France. On voit la publicité en France sur les médias français et européens tout le temps. Voilà. Les banques veulent donner de l'argent parce qu'elles veulent fructifier leur argent. Quand vous voyez, par exemple, des grandes sociétés comme Peugeot et tout ça là, ils veulent faire des prêts. On vous dit, venez acheter une voiture à 20 000 € et vous ne payez que 100 € par mois. Moi, je connais des gens qui ont acheté des voitures, une nouvelle voiture, et ils paient seulement 100 € chaque mois. C'est des prêts, en fait. Hein. C'est une façon de faire des prêts aux gens. Donc, il y a de l'argent et l'argent circule. Chez nous, c'est que l'argent ne circule pas. Les gens ont peur de faire des prêts. Je pense que vous aussi, vous réalisez comme les banques là. On a peur de commencer une affaire avec quelqu'un parce qu'il n'y a aucune garantie. Donc, l'autre question qu'il faut se poser aussi, est-ce que le Togo mobilise assez d'épargne? Ça aussi, c'est un problème. Hein. Ailleurs, vous voyez des gens qui ont 100 000 € sur leur compte, 200 000 € sur leur compte, ils thésaurisent de l'argent, ils épargnent de l'argent, alors qu'ici, nous n'épargnons pas de l'argent. Donc, ce qui fait que nous avons un foisonnement de banques, mais des banques qui sont assez faibles. Quand vous voyez leurs capitaux, c'est pas tellement ça. Vous n'allez pas comparer, par exemple NCA ou bien l'Est Diamond Bank ou bien la BTCI avec des banques comme des grandes banques comme HBSF ou bien je sais pas Dressler Bank ou bien non, c'est comme le jour et la nuit. Donc nous faisons tout un peu. On va continuer ce débat une autre fois, peut-être de demain avec les autres confrères. Il y a un auditeur qui nous dit, qui réagit par rapport donc à ce sujet, par exemple, il dit. Il veut parler de la banque BESIC. Pour avoir l'attestation de non-engagement, il faut payer 100 000 francs CFA. C'est ce que nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui réagit par rapport au titre foncier. Il dit l'établissement des titres fonciers est trop long, 1 à 2 ans, alors qu'on vend pour régler un problème dans l'immédiat. C'est ce qu'il nous dit. Il y a un autre auditeur, un troisième, qui dit pour que les banques financent ou fassent des prêts, il nous faut une identité sociale de traçabilité, ce qui veut dire qu'il faut que nos États développent nos pays pour mettre les banques en confiance, ce qui fera que chaque maison et individu sera vite répérable, je veux dire, et ainsi la personne ne pourra fuir avec l'argent de la banque. Dans les pays développés, le problème ne se pose pas car ils ont leur identité, même dans les fermes. Alors que chez nous, en Afrique, c'est très difficile, nous dit l'auditeur. Nous allons marquer une pause. Quand on sera de retour, on parlera politique. Taxi Presse, deuxième partie avec Jacques Diakouti, Michel Tchadja et Gérard Ouissan devraient être rejoints en studio par Dimanche Dikodo qui n'est pas encore là. C'est pas grave. Nous allons parler politique. Politique pour revenir sur les derniers développements de l'actualité.
Et pour lancer le débat, nous avons au téléphone Philippe Amedodi. Il est membre fondateur de Togo en danger dans la diaspora. Philippe Amedodi, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toutes les fidèles auditrices et auditeurs de Taxi Presse. Merci de nous avoir rejoint Philippe. Vous êtes à Paris. C'est vrai que vous suivez comme tous les Togolais au Togo et à l'étranger les derniers développements de l'actualité avec le gouvernement togolais qui a convoqué l'école électorale sur le 20 décembre prochain pour les législatives. Et puis, entre-temps, on annonce les réformes politiques. Quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Quelle est votre analyse sur ce sujet-là? Écoutez, Eric, il me semble que tous les Togolais ont compris que les choses ont été prises par le mauvais bout, parce que le chronogramme qu'on nous avait prévu au lendemain de la feuille de route, on ne l'a pas vu. Puis on se précipite, on veut organiser rapidement et de la façon la plus médiocre que possible les élections au Togo. Tout le monde, la CEDEAO a peut-être mal compris la sollicitation du peuple togolais. On ne demande pas à aller aux élections dans la précipitation et dans les fraudes. On demande à ce que les choses se fassent correctement. Le Togo ne souffre pas d'un problème d'organisation d'élections. On en a eu depuis l'arrivée de Faure au pouvoir. On a eu 2 présidentielles et 2 législatives. Tous les Togolais savent ce que ça donne. Nous voulons que pour une première fois au Togo, nous puissions nous voudrons que la vérité des urnes soit prononcée au bout à la fin du processus. C'est de cela qu'il s'agit. Et il faudrait que la CEDEAO entende et comprenne que les Togolais ne sont pas prêts d'aller de nouveau à l'abattoir. Alors, je vous interrogerai tout à l'heure sur le cas de la CEDEAO, mais le gouvernement togolais semble avoir fait quand même des pas. Les réformes politiques sont annoncées. Sûrement que dans le courant de cette semaine, on déposera l'avant-projet de loi donc à l'Assemblée nationale. Vous ne pensez pas qu'il va falloir peut-être lorgner sur cette question essentielle aujourd'hui quand on est du côté de la C14? Mais écoutez, moi je parle du côté ou bien me situant sous l'angle de la société civile oui, et du citoyen lambda. Vous savez, lorsqu'on nous a annoncé l'arrivée d'un expert de la CEDEAO au Togo pour aider à des belles terrains, et qu'on n'entend pas parler de cet expert-là, commis aux frais du contribuable des pays de la zone CEDEAO, on n'entend pas parler, et que le gouvernement s'autorise à faire un projet de loi pour réformer notre constitution, on se demande que se passe-t-il? C'est de l'amateurisme ou la CEDEAO le fait-elle sciemment? On ne comprend pas qu'on nous dise, que le gouvernement nous dise exactement, est-ce que c'est l'expert, le Sénégalais, le franco-sénégalais, qui a transmis uniquement au gouvernement des propositions que le gouvernement renvoie pour approbation, pour vote à l'Assemblée. Il faudrait qu'on nous explique. Il y a un problème de lisibilité, de lecture. On ne comprend pas à quel jeu le gouvernement togolais s'adonne. C'est là le problème. Il faudrait à un moment donné que ces personnes-là qui sont là et qui sont payées aux frais, qui ne sont payées par le contribuable togolais, nous expliquent la façon dont eux ils interprètent, la façon dont eux ils ont compris la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO. Vous savez, on est togolais, on peut encore, même si c'est difficile de se parler dans la langue de Molière, on peut encore se parler dans nos vernaculaires pour se comprendre. Aujourd'hui, le Togolais ne comprend plus rien. On voit des choses passer, on voit la CENI de M. Katanga faire des invitations qui sont contraires au code électoral, qui sont contraires au cadre légal qui domine, qui sont acceptés également actuellement au Togo. Que se passe-t-il? Oui. On aimerait juste qu'il y ait beaucoup plus de consistance et de cohérence dans les actes posés par les autorités publiques togolaises. Quand on vous écoute, Philippe, on a le sentiment que vous êtes aussi déçu par peut-être le cours de l'histoire par rapport à la CEDEAO. Écoutez, on l'a souvent rappelé, même le prélat, le référent Père Assagnon l'a rappelé, la CEDEAO n'est pas innocente, n'est pas étrangère à la crise que nous vivons aujourd'hui. Rappelez-vous, au lendemain du décès du papa de Faure, la CEDEAO nous avait pressé à aller aux élections. En avril 2005, tous les Togolais ont vu ce qui s'est passé. Plus de 500 personnes tuées, d'après le rapport de l'ONU, des milliers de personnes déplacées, des milliers de mutilés à vie. Sincèrement,
qu'est-ce qu'il faut encore à cette CEDEAO pour qu'elle entende raison. Les Togolais ne sont plus pressés d'aller à l'abattoir. Il faudrait que la CEDEAO le comprenne. La CEDEAO détient une lourde responsabilité historique dans cette histoire-là. Et ça, nous en parlerons au moment venu. Il n'est pas normal que des institutions comme la CEDEAO imposent à un peuple d'aller se tuer. Là, ils nous demandent d'aller se tuer. On a vu, l'histoire du Togo est suffisamment nous l'apprend. À chaque processus mal préparé, il y a des crises. Et il y a des populations se révoltent, contestent les résultats. Le régime en place, grâce aux militaires, violente le peuple. Et après les tueries, le gouvernement se pose pour demander à ce que à discuter avec son opposition. Des discussions sortent des accords que le gouvernement fait pertinemment qu'il ne respectera pas. Sincèrement, entre nous, ça suffit. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on veut nous amener encore une cinquième fois à ce même jeu. Allez, les Togolais ne sont pas aussi idiots que ça. Il faut à un moment donné que les responsables de la CEDEAO comprennent que nous avons dit non. Et j'espère que le peuple togolais, debout comme un seul homme, le samedi prochain, va prouver au régime en place et à la CEDEAO que nous ne voulons plus aller à l'abattoir. Il s'agit bien de l'abattoir et je pèse mes mots. Ben, écoutez, merci beaucoup Philippe Amedoji. C'est avec plaisir, Eric Gactor. Et j'aimerais juste rappeler que la diaspora ne restera pas les mains croisées face à ce défi que la CEDEAO nous lance. Je profite de votre antenne pour appeler à toute la diaspora qui m'entend. Et vous savez que beaucoup d'entre nous suivent de très près Taxi FM. Toute la diaspora, rendez-vous samedi prochain 17 à Cologne en Europe pour que nous puissions en débattre et prendre des mesures parce que nous n'allons pas laisser la CEDEAO et le gouvernement togolais nous mener encore en bateau pour nous tuer. D'accord. De toute façon, toute cette semaine, nous donnerons la parole à la diaspora sur le développement de l'actualité. Merci beaucoup, Philippe Amedoji. Je rappelle que vous êtes et encore chapeau. Merci à vous. Chapeau à votre émission, Eric. Merci. Excellente journée, bonne semaine à tous les Togolais. Allez, bonne journée à vous également. Je voulais juste rappeler que vous êtes membre fondateur de Togo en danger, membre actif dans plusieurs regroupements de la diaspora togolaise en Europe, notamment Togo Debout et Kodi Togo. Voilà, ça nous permet de lancer le sujet sur la politique togolaise avec tout ce qu'on a connu la semaine dernière. Le gouvernement qui organise d'abord une conférence, qu'est-ce que je raconte, Conseil des ministres jeudi, pour quand même annoncer beaucoup de choses. On a parlé quand même de qu'est-ce qu'ils ont parlé jeudi déjà? Ils ont parlé de réformes. Voilà, ils ont parlé des réformes vendredi, beaucoup plus. On a appelé quand même le corps électoral le jeudi. Voilà, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Est-ce que la manière dont les choses se passent, là c'est qui dit que elle pourra permettre, d'ailleurs c'est une recommandation de la facilitation, 3 jours encore pour le recensement de ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de se faire enrôler à partir du 16, 17 et 18 prochain. Est-ce que tout sera, Jacques Diakouti pourra quand même permettre de tempérer les choses ou on est en train d'aller droit dans le mur? Bon, je voudrais rassurer le compatriote Doji, Philippe Amedoji, que nous n'irons pas à l'abattoir au Togo. Je crois que nous sommes assez matures. Il y a le sentiment que la CEDEAO nous amène à l'abattoir. C'est vrai. Je crois que nous sommes entre Togolais et je ne pense pas que aucun Togolais ne voudrait que son compatriote prenne encore soit une machette, soit peut-être un marteau ou un morceau de bois pour se taper entre Togolais. Je crois que la situation que nous sommes en train de vivre, il est vrai que c'est une situation politique, mais je crois qu'il y aura également des solutions politiques à cette crise que nous sommes en train de traverser. Donc je voudrais une fois encore rassurer la diaspora togolaise, de se rassurer qu'aucun Togolais n'ira encore à l'abattoir. Et je me rappelle... Comment est-ce que vous le savez, oui, Jacques? Non, vous savez... Comment est-ce que vous savez qu'il n'y aura pas de grabuge? Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de grabuge, mais dire qu'il y aura encore des morts à l'échelle que nous avons connues dans le temps, et nous ne voudrons même pas entendre parler même encore d'un seul mort ou d'un seul blessé au Togo. Et nous voudrons que les choses se passent bien, qu'entre compatriotes, nous puissions nous entendre et que nous puissions aller à ces élections. C'est vrai que
le lundi passé, on évoquait dans ce studio la possibilité de la prolongation de ce recensement. Et vous avez donné l'information. Je me suis demandé après le communiqué de la CEDEAO que vous êtes dans le secret de Dieu. Non, je n'étais pas dans le... Vous avez mis la puce à l'oreille. Il y aura 3 jours de prolongation exceptionnelle. Oui, bon, je crois que quand vous analysez un peu la situation du pays, vous comprenez à peu près que la façon dont les choses se déroulent. Je crois que ceux qui ont eu l'amabilité d'approcher ceux qui sont allés à Conakry, ou ceux qui ont des amis à Conakry, qui ont, par exemple, qui ont discuté, qui ont échangé avec eux, vous diront que effectivement, les rencontres ont eu séparément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une rencontre entre l'opposition et le parti au pouvoir, il n'y a pas eu un conclave entre eux où ils étaient sur une même table. Là où ils se sont retrouvés, ensemble, c'était pour le dîner. Oui, le dîner, voilà, sans discussion politique. Sans discussion politique. Et il y a même un délégué, c'est-à-dire un membre de la Guinée-Conakry, un compatriote qui a dit que si les Togolais peuvent manger ensemble ici en Guinée-Conakry, je crois que si les Togolais pouvaient voir cette image, je crois que cela démontre combien de fois les Togolais sont capables de s'entendre. S'ils sont ici en terre guinéenne, ils sont ensemble autour d'une table, et que lui il est étonné que cela ne se passe pas ici au Togo. Je lui ai dit non, c'est des choses qui peuvent arriver. Je crois que c'est un peu... Il ne faut pas se précipiter sur les choses, mais je crois que toute chose a son temps. Je crois que par rapport à ce prolongement des 3 jours pour le recensement, j'ai appris que c'est un recensement qui se fera en bloc, c'est-à-dire ça ne sera plus la zone... Oui, là aussi, on s'interroge sur le mécanisme que justement, la CENI va mettre en place. Voilà, ça, je suis d'accord avec vous. Les kits avaient des problèmes. Je ne sais on n'en a pas suffisamment à l'époque justement pour pouvoir le déployer au même moment sur toute le territoire national. Parce que personnellement, j'ai toujours donné l'exemple de là où je me suis fait recenser. C'était un kit qui était destiné à Djablé. Et finalement, ce kit-là s'est retrouvé... Ça, c'est mon kit. Donc, son kit s'est retrouvé chez nous. Et finalement, sur ma carte d'électeur, c'est le nom Djablé qui est sorti. Donc, je vous avais dit ici que je me suis renseigné, j'ai demandé, est-ce que le jour du vote, je pourrais voter toujours à la Marina ou bien ça à Djablé? On m'a dit non, que je peux voter à la Marina. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent encore essayer de réinitialiser encore ces kits pour que ça ne crée pas encore des problèmes. Je crois qu'il y a quand même un travail à faire au cours de ces 3 jours, parce que ça serait quand même un peu compliqué, parce que, quoi qu'on dise, on avait parlé entre-temps ici de la disponibilité même des écoles. Parce que vous savez que dans le premier recensement, il y avait eu quand même un peu de problèmes. Oui. Et puis l'autre aspect, c'est que certains n'avaient même pas les cartes, c'est-à-dire l'acte de naissance, certains parlaient des témoignages et autres. Nous avons vu que dans certaines localités, on nous a parlé des mineurs qui se sont fait recenser. Donc, est-ce que les dispositions prises pratiques par rapport à ce recensement? Et l'autre aspect pour terminer, c'est le fait que les 3 membres, ou bien ces 4 membres de l'opposition, n'ont pas aussi pris fonction. Ils n'ont pas encore prêté serment. Pas encore. Voilà, je ne sais pas. Il y a le contrat libéral qui parle de demain, mardi. Ils vont prêter serment. Oui, c'est ce qui a été annoncé par le journal. Bon, je ne sais pas si c'est réel. Si, c'est réel. Donc, justement, si c'est demain, le recensement commence le 16, selon le calendrier de la CENI. Est-ce que ces nouveaux membres auront également le temps de pouvoir s'approprier des tests de la CENI, du déploiement et tout ça? Je crois que c'est des choses quand même qu'il faut voir de près et savoir raison garder. Gérard, le gouvernement, enfin la CENI communique quand même sur ce recensement-là, alors que le corps électoral est déjà convoqué là. Alors, on se pose la question, quel corps électoral a été convoqué déjà par le gouvernement pour le scrutin du 20? Bon, vous avez posé celle-là toute la question. Bon, moi, mon inquiétude, c'est comment lever cette grande suspicion-là qui pèse sur le résultat des travaux que la CENI, entre guillemets, a fait. C'est-à-dire que normalement, la CENI devait être au complet. Il y a une CENI paritaire où chacun peut contrôler l'autre pour faire un bon travail. Maintenant, voilà que c'est une demi-CENI qui est partie faire du travail
ce travail et l'impose aux autres et dit maintenant, moi j'ai fini le travail, ben, venez corriger éventuellement, venez enlever des doublons et les mineurs. Bon, et là, ça veut dire que déjà, la base est faussée. Maintenant, comment faire pour remettre tout le monde en confiance? Moi, je crois que c'est ça qu'on appelle la quadrature du cercle. Hein. C'est une mission impossible. Hein. On va faire des élections qui seront contestées. Selon moi, et si Jacques dit qu'il n'y aura pas de mort, moi je veux bien le croire. Mais comme on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, moi j'ai quand même peur. Étant donné que il n'y a pas longtemps avec les marches du PNP, déjà il y a eu des morts. Et on dit que les Togolais sont matures. Est-ce que c'est en 2 mois qu'on est devenu mûr? Bon, je ne sais pas. Bon, moi je pense quand même qu'il faut avoir le courage d'interpeller le régime. Parce qu'on ne peut pas continuer à dédouaner le régime ou bien à le dispenser du travail bien fait. C'est-à-dire qu'on nous a tellement poussé, on nous a tellement convaincus que le régime qui nous dirige ne peut pas faire du bon travail et nous avons fini par intégrer ça. On leur concède le droit. Donc comment ça? Oui, on leur concède le droit, pratiquement, on leur concède le droit de faire du travail bâclé et que c'est aux autres de parer à leurs insuffisances. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas interpeller ce régime et lui dire faites du bon travail qui n'amène pas la mort aux Togolais? Et tout le monde semble s'en accommoder. Bon, le gouvernement a fait si maintenant on trouve quelle parade, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que la C14 va faire. Mais pour le gouvernement, tout le monde trouve que c'est normal, eux c'est comme ça, ils font du mauvais travail, on leur concède ça. C'est là où moi je ne suis pas très d'accord. En tout cas, Gilbert Bawara, le ministre de l'administration territoriale, enfin le ministre de la fonction publique qui fait office aujourd'hui des porte-parole du gouvernement, a été clair chez nos confrères de Togo Breaking News de Point Info. Ils ont pris toutes les dispositions, hein. En tout cas ils sont prêts pour toutes les éventualités aujourd'hui. L'éventualité de faire quoi? S'il y aura des troubles. De frapper les gens, de les tuer, de les non, mais maintenir l'équilibre. Moi, je dis que c'est un va-t-en-guerre. C'est quelque chose, moi, qui m'énerve. Moi, je pense que le président Faure Gnassingbé même ne parlerait pas comme ça. Un homme politique ne parle pas ce langage de violence, ce langage de terrorisme. Dire, nous avons pris toutes les dispositions pour vous imposer le silence. Ça là, moi, je crois que c'est quelque part, excusez-moi, c'est monsieur le ministre, mais je pense que c'est irresponsable. Une armée de 10 000 personnes, 12 000 personnes, 20 000 personnes, est-ce qu'une armée comme ça peut maîtriser une population de 7 millions d'âmes si vraiment les Togolais sont décidés à décoller? Moi, je crois que c'est un ministre comme Bawara serait le tout premier à plier bagage à quitter le pays. On a vu des ministres dire des choses pires que ça dans d'autres pays, mais quand ça éclate, ils s'en vont et nous laissent. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas laisser des hommes politiques dire. En Europe, vous faites ça, un tel langage de violence, le lendemain, vous démissionnez. En tout cas, on va revenir sur d'autres aspects, puisque le gouvernement togolais a voté aussi en Conseil des ministres vendredi le projet de loi de révision constitutionnelle qui concerne l'article 59, 60 et 100. Le sujet lié donc à cette petite phrase de Anokenka ne figure pas dans les tests et d'ailleurs au niveau de l'opposition on s'en émeut depuis lors. Michel Tchadia, tel que les choses se passent. Anokenka est en congé d'abord. Tel que les choses se passent, est-ce que ça vous fait peur vous aussi? Non, pourquoi? D'accord, très bien, allez-y. Je vais commencer par les propos de Gilbert Bawara. Ah d'accord, très bien, excusez-moi. Chez nos confrères de Togo Breaking News. Je pense que c'est de la responsabilité de tout gouvernement de garantir la sécurité, la paix civile pour tous. Quand X manifeste son mécontentement, si Y ne se sent pas concerné, il faut que Y puisse vaquer librement à ses occupations. Et que ce soit aux États-Unis, en France ou en Azerbaïdjan, c'est comme ça que ça se passe. L'État responsable a l'obligation. Et je pense, ça j'ai compris dans les propos du ministre Gilbert Bawara, c'est que le gouvernement dit être prêt. Ceux qui manifestent, on les protège, ils manifestent. La sécurité est là pour eux. La sécurité est là aussi pour ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne sont pas concernés. Mais ceux qui tenteront parce que généralement chez nous ici, les gens sont à la recherche des grabuges. Les dégâts collatéraux, ça intéresse beaucoup les gens pour crier sur tous les toits au secours. Mais est-ce que le gouvernement doit laisser les gens aller sur ce angle-là? Non. C'est peut-être par là qu'il faut comprendre la sortie du ministre Bawara. S'il a quelque chose derrière la tête, moi je ne sais pas. Moi j'analyse ses propos comme un ministre d'une république responsable. Maintenant, par rapport à
au fait qu'on a convoqué le corps électoral, le gouvernement a adopté le projet de révision constitutionnelle et institutionnelle. Je pense que c'est dans la droite ligne de la feuille de route de la CEDEAO. Si tu as la feuille de route ici, tu dois comprendre que tout ça la figure. Et surtout, l'article, je pense, c'est l'article 100 qui concerne même la Cour constitutionnelle devant laquelle, normalement, les représentants de la CECAS devaient prêter serment demain. Aux dernières nouvelles, comme nous apprenons que ils doivent être à l'heure où nous sommes en conférence de presse. C'est reporté sur demain. Sur demain, ok. Donc, nous allons attendre voir demain s'ils iront prêter serment ou pas. Mais dans tous les cas, tout ça là, toutes ces mesures font partie. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons dit, c'est un respect scrupuleux de la feuille de route de la CEDEAO par le gouvernement, parce que tous ces points-là font partie de la feuille de route. Peut-être ce que moi je peux relever, c'est de l'élargissement de certaines personnes. Les mesures d'apaisement. D'apaisement. Peut-être à ce niveau. Et le gouvernement a tenu à se justifier en disant, il y a des gens qui ont recouvré leur politiquement recouvré, il y a d'autres, peut-être par rapport au délit, au délit qui les frappe, la justice doit peut-être faire son travail avant de voir si éventuellement il faut élargir ces gens-là. Peut-être à ce niveau. Oui, mais ça prendra combien de temps? Bon, moi, les gens sont en prison, ça fait 1 année pour certains, ça fait 8 mois pour d'autres. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais voulu qu'on les juge rapidement et qu'ils bénéficient des mesures additionnelles, autrement dit leur élargissement. Ce n'est pas moi qui déciderai. Donc, d'ici le 20 décembre, je pense que c'est encore très loin, ces gens-là peuvent recouvrer leur liberté. C'est notre souhait. Personne ne peut applaudir que son prochain est en prison et on danse. Non, personne. Même à votre pire ennemi, vous n'allez pas le souhaiter la prison. Tous ceux qui sont là-bas, ça dérange tout le monde. Il faut qu'ils recouvrent leur liberté. Maintenant, il y a des procédures, le gouvernement l'a énoncé clairement, mais sauf que peut-être ce que nous voulons, c'est que le gouvernement, la justice, vraiment accélère vite son travail pour que rapidement, voir dans quelle mesure, parce que ce point, quand vous écoutez les gens de la C14, ça les tient aussi à cœur. Ça se figure dans la feuille de route. Ça, c'est tout aspect de la chose là. Sur le reste, je pense que quand vous suivez le déroulement du chronogramme, que ce soit au niveau de la CENI ou les actes que pose actuellement le gouvernement, c'est que c'est dans la droite du respect scrupuleux de la feuille de route de la CEDEAO. Alors, maintenant, quand on parle du recensement de 3 jours, est-ce que c'est tenable, véritablement? Non, moi, c'est une décision politique. C'est une décision politique et c'est peut-être la CEDEAO qui était en mesure de donner son point de vue. Et aux dernières nouvelles, c'est elle-même qui dans le communiqué qui a parlé de 3 jours. Cela. Peut-être que ça ne va pas dans la droite de la C14 qui veut une reprise totale du recensement. Oui. Ce qui est par rapport aux moyens financiers, aux moyens logistiques, ce qui est compris. Ce que je n'ai pas compris, lorsqu'on dit qu'on va... les 3 jours vont servir à faire le recensement sur toute l'étendue, je n'ai pas compris. En bloc. Pas en bloc. Alors que il y avait des problèmes au niveau des kits et autres. Est-ce que la CENI, vraiment, bon, pour le monde, techniquement, nous ne maîtrisons pas ça. La CENI, peut-être, seule a le secret. Comment, c'est vrai qu'on ne va pas reprendre, prolonger dans tous les centres comme peut-être ce qu'on a fait au cours du recensement proprement dit. Peut-être cette fois-ci, il y aura certains bureaux de vote seulement. Et peut-être, au lieu de 3 kits, peut-être il y aura un kit, quelque chose comme ça. Sinon, c'est là où... Et là, ça va être compliqué quand même, hein. Parce qu'il y avait les kits un peu partout pour le recensement intérieur, il y avait des problèmes pour pouvoir enrôler les gens. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, si la CEDEAO et maintenant le gouvernement a entériné, je pense, le gouvernement a même entériné. Communiqué. Ça veut dire que des mesures idoines seront prises. Maintenant, nous allons voir sur le terrain, est-ce que c'est tenable comme tu l'as dit? Non, je crois que... Jacques Dacoussi. Oui, au cours des discussions qui ont eu lieu à Conakry, je crois que c'était 3 points à l'ordre du jour. Le premier point concernait la CENI. Le second point, c'est par rapport aux élections. Et le troisième point, c'était les réformes. Et
quand le premier point avait été soulevé, je crois que Alpha Condé, le président guinéen, avait émis l'idée du fait que tout ce que la CEDEAO peut faire pour permettre à l'ensemble de la classe politique de pouvoir participer à ces élections. C'est-à-dire qu'il y a certains leaders qui ne sont pas fait recenser. Oui, bien sûr. Alors, voilà, alors que le code dit dès que vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous ne pouvez être candidat. Vous ne pouvez pas être Et on a vu la réaction de la CENI. Voilà, justement. Et je crois que c'est au cours de cette discussion qu'Alpha Condé a dit tout ce qu'ils feront de leur mieux pour que la CENI puisse ouvrir encore le recensement pour 3 jours. Et essayer de repousser une fois encore la date, peut-être vers les 23, pour les élections. Mais, bon, pour repousser la date, je crois que ça n'a pas marché, parce que jusqu'à présent, la date du 20 est maintenue. Mais pour le recensement, je crois que ça, la CENI a ouvert pour qu'on puisse encore avoir un additif de 3 jours pour se faire recenser. Et sur la question des réformes, il était question que le gouvernement devait soumettre également rapidement un projet à l'Assemblée nationale pour adoption. Au cas où ça ne marchait pas, on va à la révision, c'est-à-dire au référendum. Et sur le troisième point concernait, je crois, oui, le premier point c'était l'ouverture, le recensement, le second point c'était les réformes. Oui. Et le troisième point devait concerner justement l'élargissement des détenus. Les mesures d'apaisement. Et je crois que le gouvernement, quand ils sont revenus, bon, vous avez vu que tout est allé rapidement. Le Conseil des ministres est réuni jeudi et vendredi. Jeudi d'abord pour convoquer le corps électoral et vendredi ensuite parler du projet qu'on devait envoyer à l'Assemblée nationale. Bon, ce que je n'ai pas compris, au fait, c'est ça aussi le problème. On a appris qu'à Conakry, il n'y a pas eu une rencontre entre la C14 et Alpha Condé et le parti au pouvoir ensemble. Il les a reçus séparément, si bien que aujourd'hui, il y en a qui ont douté du communiqué de la CEDEAO, mais je crois que ce matin, j'ai lu quelque part où le président Gogé disait que le communiqué est authentique, mais ils ne sont pas satisfaits par rapport au contenu. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause publicitaire. Ça durera à peine 1 minute. On se retrouve pour la suite du magazine. Dernière partie de Taxi Presse de ce lundi avec Gérard Ouessant, Jacques Zakouti et Michel Tchadia. Mais avant, la liaison avec la rédaction de Taxi FM est établie. Bonjour, Flam Tassi. Bonjour, grand citoyen d'État, mon cher Éric Gatton. Je crois que c'est la formule consacrée, non? Oui, c'est bien cela. Alors, c'est notre programme pour Taxi, midi. Quel est le contenu du journal? Exactement, Eric. Dans l'actualité, nous ouvrirons le chapitre politique avec la prolongation exceptionnelle du recensement électoral du 16 au 18 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, annonce faite d'abord par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, puis confirmée depuis hier par un communiqué gouvernemental. L'essentiel de ces communiqués est à suivre dans un mot de 40 minutes maintenant. Alors tout le monde s'accorde sur le fait que la crise politique détend sur la situation économique du pays et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Qu'en est-il exactement du fameux de la ménagère? La question reste posée et donc nous irons au marché pour faire face à la réalité avec les prix des produits de première nécessité. Et c'est ça le dossier de la rédaction. Et puis d'abord, nous parlerons de la première édition cette année de la semaine nationale de l'ordre d'intervention qui est ouverte aujourd'hui et ce jusqu'au vendredi. Ensuite, nous évoquerons la journée nationale d'agents juniors, première édition également, qui sera en fait célébrée en 2 jours, c'est-à-dire le 23 et 14 novembre prochain. Et justement, dans ce sens, le secrétaire général du comité de suivi de l'Assemblée générale des ingénieurs sera notre invité. Alors voilà les principales articulations qui seront développées dans les 10h45, Eric. Merci beaucoup, Flam Tassi. On vous retrouve donc à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Nous revenons en studio avec les confrères et nous continuons à parler politique. Et quand il sonnera à 12h20, nous donnerons la possibilité aux auditeurs de réagir sur les sujets que nous abordons. On a parlé économie en début avec cette histoire de titres fonciers des banques et puis maintenant politique. Vous aurez l'occasion naturellement d'intervenir en direct dans l'émission sur le 93, 96, 99, 99 ou sur le 99, 20, 09, 59. Vous donnez votre opinion sur ces sujets.
ou ceux qui désirent nous envoyer des messages WhatsApp, c'est sur le 90 71 49 62. Un auditeur qui nous dit: les élections telles que la CEDEAO exige, sa tenue le 20 décembre, ne promet pas un lendemain meilleur pour un Togo apaisé. Après les élections, la CEDEAO sera tenue comme responsable si le Togo retombe dans la violence et toute sa crédibilité dans la sous-région sera donc nulle, écrit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit: la coalition doit faire des réformes, la priorité des priorités. Un autre auditeur, lui, qui nous dit: j'aimerais demander à Michel si c'est la feuille de route qui a demandé à la CENI non de composer, de continuer seule l'organisation des élections et d'établir unilatéralement des chronogrammes. Ça, c'est une interrogation de notre auditeur. Il y a un autre qui nous dit: c'est l'État qui va offrir une sécurité judiciaire aux banques, parlant des banques, avant qu'ils ne fassent des prêts avec libéralité. Quand on parle de la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens, il y a quelques semaines, un militant de l'ANC a été sauvagement battu à Kara. L'État protecteur des citoyens a puni ceux qui ont fait ça, s'interroge l'auditeur, voulant s'adresser un petit peu à Michel. Ce qui s'est passé à Sokodé récemment, c'est ce qu'on appelle protection des citoyens, s'interroge l'auditeur. Une dernière réaction avant de donner la parole au confrère: c'est trop facile de demander de juger des gens qu'on a arrêtés dans des conditions de non-droit et à qui on a collé des infractions les plus farfelues pendant que miliciens bien identifiés courent les rues de Lomé. Il faut arriver dans ce pays faire barrage à l'arbitraire. Il en va de notre vivre ensemble, dit l'auditeur. Autre sujet évoqué par le Conseil des ministres, c'était vendredi beaucoup plus, c'est la question des réformes politiques. L'article 59, 60 et 100 seront touchés. Et le fameux sujet de en aucun cas ne sera pas, en tout cas, sur le tapis. Ça, c'est la proposition du gouvernement togolais. Gérard Wesson, est-ce que c'est à calmer la C14? Qu'est-ce qui va calmer la C14? Je demande si cette proposition du gouvernement pourra calmer la C14. En aucun cas qui n'a pas de cas. Qu'on n'ait pas mis sur le tapis l'expression en aucun cas. Bon, moi je dis que la crise togolaise est loin d'être résolue. Et quand moi je vois ce qui se passe, prenez même le recensement qu'on vient de faire. Même si on ouvre encore, si on nous permet pendant 3 jours d'aller nous recenser encore, est-ce que c'est ça qui va permettre d'enlever de la liste les mineurs? Bon, ça m'étonnerait beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un, un mineur, un enfant de 10 ans, qui s'est fait recenser à Djarpang, comment ça s'appelle? Ou bien à Koussountou, par exemple, qui va aller le signaler? Le ministre nous dit, bon, si vous avez identifié les personnes, il faut les signaler et tout. Vous imaginez si on a enregistré, par exemple, 500 000 personnes, qui a ce temps-là d'aller chercher les individus, de les amener devant monsieur le juge ou bien devant un responsable de la CENI et dire, ben, je ne sais pas si vous allez vous donner cette mission-là d'aller chercher un à un des mineurs pour les faire dérecenser, si le mot existe, ça. Donc, vous savez, bon, c'est juste des... Moi, je crois qu'on se moque un tout petit peu de nous. Et ce qui me désole aussi un peu, c'est le fait d'avoir maintenu à l'écart ceux qui sont en prison. Les gens, par exemple, de Noubouéké. Vous savez, ça, c'est des acteurs majeurs de la crise togolaise. Même s'ils sont jeunes, c'est des acteurs majeurs qui ont leur mot à dire, qui ont leur rôle à jouer. Maintenant, on s'en va les mettre aux frais. Et pendant ce temps, on dit le processus continue. C'est comme si vous jouez au football et l'autre partie s'amuse à aller séquestrer vos meilleurs joueurs et dit maintenant jouons. Si les éperviers jouent contre un pays, on s'en va séquestrer à des bailleurs et après le match, on le libère. Est-ce que vous accepterez que l'autre équipe a gagné? Donc moi je crois que les dés sont pipés depuis le début. Et ce qui me fait aussi... La question des réformes constitutionnelles, on en a parlé la dernière fois ici, je vous demandais pourquoi est-ce que personne ne parle de ce sujet-là. Et puis, comme par enchantement, bon, c'est vrai que peut-être que c'est dans les escarcelles du gouvernement, on en parle. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aller à ce vote pour peut-être laisser la place aux élections? Bon, mais pour ces réformes, vous savez, aujourd'hui j'ai cru entendre M. Éric Dupuis qui dit qu'eux ne vont pas voter pour ces réformes-là. Ils sont là, ils sont déjà clairs là-dessus qu'ils ne vont pas voter pour ces réformes. Donc là, une brèche
va être ouverte, c'est-à-dire le référendum. Bon, ou bien eux tablent sur le fait que la crise va continuer. Vous savez, c'est une arme redoutable hein, que de faire perdurer la crise au Togo. Parce que la crise nuit à l'économie, la crise nous nuit socialement. Mais est-ce que le gouvernement va se dire, ben écoutez, nous on évolue dans la crise. Un gouvernement qui accepterait ça risque de se faire emporter à un moment donné. C'est une chose que de maîtriser un 19 août et de dire il n'y aura plus jamais de 19 août. Aujourd'hui, c'est le 19 août qu'on craint. Demain, c'est peut-être un 15 janvier. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, moi, je crois que l'opposition qui dit nous allons faire durer et perdurer la crise a une arme redoutable entre les mains et il faut passer plutôt, il faut penser à négocier plutôt que de se dire ben nous on est fort, nous on vous impose ceci, on vous impose cela. Ce qui m'inquiète moi un peu, c'est qu'on ne connaît même pas les intérêts de la CEDEAO. Vous savez, unir... Ah, la CEDEAO. Ben, sûrement que la CEDEAO a des intérêts. Unir a des intérêts, c'est vrai, c'est de rester au pouvoir. La C14 a des intérêts. Il fait partie unie du pouvoir. Et parvenir au pouvoir. Mais quels sont les intérêts de la CEDEAO? La paix dans la sous-région. Peut-être que c'est ça. Et quelle paix? La paix à tous les prix. Quitte à vous soumettre à l'esclavage, ben nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Parce que moi, je soupçonne un peu la CEDEAO d'avoir un agenda caché, d'avoir aussi des intérêts. Et les intérêts, c'est de pouvoir vivre. Quitte à vivre comme des sangsues. Si vous connaissez ces animaux qu'on appelle des sangsues, ils se collent à votre peau, sucent votre sang et vivent de ça. La CEDEAO peut avoir cet intérêt-là. On se fiche du Togo. L'essentiel, c'est que le Hinterland, le Burkina, le Mali, tout ça là soit ravitaillé un peu dans tout ce qui vient de notre port. L'essentiel, c'est que Boko Haram ne passe pas par le Togo. L'essentiel, c'est que la crise au Mali soit un peu cadrée. L'essentiel, c'est que, bon, bref, la paix et le bien-être des autres, quitte à ce que cela se passe au détriment du Togo. Ça peut être aussi l'intérêt de la CEDEAO. Je vous reposerai la question sur votre avis sur la CEDEAO tout à l'heure, mais sur la question des réformes politiques, Michel. Tel que ça se passe, est-ce qu'on est sûr qu'au niveau de l'opposition, on y adhérera? Non, j'ai écouté, comme Gérard le disait, j'ai écouté le conseiller, je pense, communication de l'ANC, M. Dupuy, je l'ai suivi, et j'ai pu noter que là où les acteurs politiques sont actuellement, ce serait difficile pour la C14 ou bien pour l'opposition parlementaire, surtout ceux qui se réclament de la C14, de voter les réformes là à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand c'est-à-dire il y a une petite confusion qui se passe actuellement. Peut-être que à notre niveau, les acteurs politiques, peut-être ils voient beaucoup plus clair. Parce que vous savez que la CENI, entre-temps, a parlé du référendum et des locales le 16 décembre. Et les locales, on n'en parle plus. Non, c'est fini. Depuis quelques jours, la fréquence où on captait les locales... On a perdu le réseau. On a perdu le réseau. On a tourné la bande. Ce n'est plus sur cette même fréquence. Là, les locales sont déclassées, pratiquement. Maintenant, et le référendum. Parce que si la coalition n'arrive pas à voter, le Parlement, en tout cas l'opposition au Parlement n'arrive pas à voter, normalement, cela devait ouvrir la voie au référendum dont la CENI nous avait parlé. Maintenant, on ne parle que des législatives, même la feuille de route, ou disons la dernière sortie de la CEDEAO, on insiste beaucoup sur les législatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons, est-ce que si la C14 ne vote pas, est-ce que on peut aller directement? La probabilité est forte qu'elle ne vote pas? Oui. Et la probabilité croit chaque jour que Dieu crée maintenant qu'elle n'ira pas au vote, oui, aux élections. Qu'est-ce qui va se passer après les législatives? Ça veut dire que... Ce qui va se passer, je pense qu'on a écouté Tipi Redam hier, il dit il n'y aura pas de boycott, mais ils feront tout pour empêcher la tenue du scrutin. Non, je pense qu'il est allé trop loin.
Parce que si le gouvernement a décidé d'aller, en tout cas, d'organiser ces élections, je pense qu'il va prendre des dispositions idoines pour que la liberté des uns des autres soit préservée. Et dans ce cas, quand il parle d'empêcher, je ne sais pas. Mais il n'a pas parlé d'empêcher. Voilà. J'ai écouté le oui, mais par quelle manière, je ne sais pas. Quand vous écoutez, peut-être que le mot n'a pas été... Mais alors que je leur aura clair aussi que, mais s'ils veulent aller aux élections, si on a convié les élections, en tout cas, on a convié les Togolais au vote le 20 décembre, c'est que toutes les dispositions, ils disent même qu'ils sont en avance, les dispositions sont prises depuis là pour assurer la sécurité des uns des autres. Donc, empêcher les élections, bon, moi, peut-être que, bon, c'est des hommes politiques, ils font aussi de la surenchère pour attirer l'attention de la communauté internationale. D'accord. Ce qui est sûr, le régime assure toujours la sécurité des uns et des autres dans ce pays, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes meurent. Donc c'est là que moi je ne les crois pas. Chaque fois ils disent la même chose, mais il n'y a pas longtemps, RFI disait la dernière fois, le truc du 19 août, c'est 10 morts. De temps en temps, 10 morts, 20 morts, 30 morts, de temps en temps, mais on assure toujours notre sécurité. Moi je ne crois pas du tout. Peut-être que c'est à partir de 1000 morts qu'ils pensent qu'ils ont perdu le contrôle de la sécurité. Je pense qu'on a déjà vu ça, 1000 morts chez nous. Oui, je crois les réformes. Oui, la politique, c'est aussi un rapport de force. Hein. Je crois que quelque part, vous savez, la C14, parlant du premier recensement, je crois que la C14 devait laisser les populations soit à aller, soit à ne pas aller et empêcher le recensement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, parlant des 3 jours même que la CENI a encore donné pour que les populations puissent se recenser, la C14 sûrement encore va appeler encore au boycott pour que les gens ne puissent pas aller au recensement. Oui, justement, à l'allure où vont les choses. Et à l'allure également vont les choses, le gouvernement risque également d'organiser les élections. Parce qu'il y a une formule extraordinaire aujourd'hui qu'a trouvé la CENI, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous voulez être candidat, vous pouvez venir déposer vos dossiers en attendant de le compléter. Non, je crois que ça c'est aussi une incongruité parlant de cette façon de faire. Parce que nous avons quand même des tests qui régissent également les élections au Togo. On ne peut pas dire à quelqu'un qui ne sait pas faire recenser de venir déposer son dossier, quitte à le compléter après. Et je crois que même... On est dans un tas de questions aujourd'hui. Oui, prenez même les membres de l'opposition qui vont aller actuellement siéger au niveau de la CENI. C'est des gens qui ne sont pas fait aussi recensés. Oui, bien sûr. Supposons que le gouvernement organise aujourd'hui les élections le 20. Bon, qu'est-ce que les 8 là auront à dire par rapport à ces élections-là qui vont s'organiser? Je crois qu'ils n'auront rien à dire. Ouais, donc c'est pour vous dire que quelque part, on essaie d'ouvrir encore des brèches, et c'est des brèches en permanence. Je crois que ce qui est important aujourd'hui de faire, c'est que les acteurs aujourd'hui politiques, que ce soit du parti au pouvoir de l'opposition, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, ceux qui ont intérêt dans ce pays que les choses se calment, et pour que les choses se déroulent bien, c'est le parti au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition ne sont pas au pouvoir. Tout ce qu'ils pourront faire pour que la situation perdure, et ils vont utiliser tous les moyens. Donc aujourd'hui, il est important que le gouvernement et le parti au pouvoir se ressaisissent et se disent, il est important que ce que les autres sont en train de réclamer comme ouverture, ce que l'opposition est en train de demander comme condition pour l'organisation d'une élection équitable et juste, il est important de le faire. Est-ce qu'on peut parler de la CEDEAO pour aller vite avant de la parole aux auditeurs, de la CEDEAO comme complice dans ce qui se passe aujourd'hui? Je ne pourrais pas parler... Je trouve déjà ça, on écoute déjà ça dans l'opinion. Non, moi je ne pourrais pas parler de la complicité de la CEDEAO. Vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO ne peut jamais venir imposer quoi que ce soit aux Togolais. Il est important que les Togolais eux-mêmes puissent entendre. La preuve a été donnée à Conakry. À Conakry, et le parti au pouvoir et l'opposition, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir s'asseoir. Mais c'est quand ils sont revenus qu'on a vu un communiqué circuler. C'est pour vous dire quelque part que vous pouvez tout faire, mais la CEDEAO ne peut jamais vous imposer ce que vous devez faire. Donc c'est à vous, acteurs, de pouvoir le faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO peut venir en complément de ce qui se passe. Mais je ne pense pas que
la CEDEAO puisse venir nous imposer quelque chose. Dans 2 minutes, on va recevoir les auditeurs sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59. Michel, sur le cas de la CEDEAO. Non. La CEDEAO, je pense que c'est une institution. Les gens méconnaissent le fonctionnement de cette institution. Et au départ, les responsables de la CEDEAO ont chauffé à blanc leurs militants comme quoi la CEDEAO va arriver, la C14 surtout, comme quoi la CEDEAO viendra mettre tout le monde au pas. Non, ce n'est pas comme en Gambie. Non, le contexte n'est pas le même. Ce n'est pas comme ça. La CEDEAO, c'est une institution, mais quand elle intervient sous-régionale, quand elle intervient dans un pays, il y a des limites. La souveraineté des pays vient s'opposer parfois à certaines décisions. Et ils sont aussi, comment l'appelle-t-on, tous les chefs d'État qui sont à la tête des pays de la CEDEAO, ils le savent très bien. Et aussi, ils ont des difficultés dans leur pays. Ce qui se passe ici, leur opposition sont en train aussi de les observer. Oui, comment ils vont régler notre crise là, on les regarde aussi de très près. Ouais, donc, tout ça là, quand vous voyez tout ça là, je pense que ça a été mal parti à partir du moment où la C14 disait à leurs militants que c'est la CEDEAO qui viendra, c'est comme John Bull dans le quartier qui viendra dire mais le pouvoir, non, vous faites plus ici. Non, ce n'est pas comme ça. Et donc, la CEDEAO, d'abord, à partir de la feuille de route, ne nous a pas fait les réformes. C'est des pistes qu'on nous a données. Si vous pouvez, Togolais, si vous pouvez passer par ces pistes, vous pouvez vous en sortir. Bien. Maintenant, c'est à nous de voir ce que nous allons faire de cette feuille de route-là. Je donnerai la parole tout à l'heure, excusez-moi Michel, pour aller vite. Je donnerai la parole tout à l'heure à Gérard sur le cas de la CEDEAO. Mais on va prendre maintenant les auditeurs. Vous mettez vos casques, messieurs. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui. C'est monsieur? Yves Prosper. Monsieur Yves Prosper, nous vous écoutons. Oui. En fait, j'apprécie quand même la franchise des débats. Je vais aller en 9 points, mais j'essaierai d'être très rapide. Oui, justement. Oui. Le recensement par rapport à ces 3 jours, en réalité, ne profitera même pas à ces 14. Parce que ça permettra plutôt à ce régime de se maintenir en enrôlant encore ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler. C'est mon point de vue. Surtout que la C14 a déjà l'air de boycotter cela. En deuxième lieu, les réformes profitent à qui? C'est une mauvaise foi du gouvernement. Donc, ça leur permet de rester au pouvoir et de faire ce qu'il y a à faire. Donc, au-delà de tout, ça ne s'arrange pas. Donc, au niveau du ministre Bara, dans un premier temps, il reste dans une logique dont il est le seul à maîtriser les mots. Puisque vous pensez qu'avec le chavirement, et Bara c'est encore Bara, bon, vous m'excusez. D'accord. Mais au-delà de tout, au niveau de la CENI, oui, très rapidement. Dans sa crédibilité, est-ce que le quorum était combien? Donc c'est avec l'UFC ajouté qu'ils ont 9 personnes pour pouvoir continuer jusqu'à un moment donné, mais en réalité ce n'est pas logique, la jurisprudence ne permet pas cela. D'accord, très bien. Même s'il est vrai, les vrais acteurs sont quand même désolés, il faudrait le dire, la crise même profite à qui? C'est une question que je me pose. Bien sûr. Merci beaucoup, Yves Prosper. Merci. On a compris l'essentiel de votre pensée. On va donner la chance également à d'autres auditeurs. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. C'est monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin, nous vous écoutons. Alors, c'est juste pour intervenir à propos de la parole de vous êtes à l'antenne. monsieur Bara. Oui, d'habitude, il a dit des fois qu'il voulait protéger les Togolais. Ils ont toutes les... Ah, on a perdu Benjamin. Un auditeur nous a envoyé aussi un message qui dit « Si les Burkinabés avaient fait confiance à la CEDEAO, Blaise serait toujours au pouvoir. Il sera difficile à la CEDEAO de dire sincèrement la vérité au parti au pouvoir. Seuls les rapports de force peuvent faire changer les choses. » Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maglou. Comment vous allez? Ça va très bien, merci, nous vous écoutons. Je m'étonne qu'aujourd'hui,
tous les Togolais se lèvent pour lancer la pierre à la CEDEAO. Nous, on avait vu très tôt la chose venir. Au fait, cette entité qui est appelée CEDEAO, vous pensez qu'elle est différente de l'UNIR, du RPT, du gouvernement togolais? Je vous rafraîchis la mémoire. Pas plus que 6 mois ou 5 mois, sous le couvert de la CEDEAO, ferait partie résoudre un problème à Guinée-Bissau. Et cela veut dire que la CEDEAO, c'est le gouvernement. Mais ce qui surprend, et c'est ça qui vous trompe, c'est qu'au début, Alpha Condé avait dit qu'il ne s'agit pas de la CEDEAO des chefs d'État, que c'est la CEDEAO des peuples. Et malheureusement, on se rend compte tardivement qu'on devait réagir très 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 tôt. Maintenant que les choses vont à la dérive, on crie à la CEDEAO, on crie à la CEDEAO. M. Jakouti avait dit une chose aujourd'hui qui m'a fait tomber de mon lit. Ah bon? Quelqu'un, je ne sais pas, bon, j'écoute beaucoup de radio, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, il disait qu'on ne va pas à la dérive, on ne va pas là-bas. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit. Oui, bien sûr. Bien vous sûr. Prenez certains gants qui blessent les Togolais. Là où nous avons, vous croyez que les actes qui sont posés là jusqu'aujourd'hui, vous croyez que ces actes-là ne vont pas nous conduire à la bagarre? Sincèrement, il faut donner des avertissements. Lorsque vous ménagez le pouvoir, ce n'est pas toutefois que vous voulez faire du bien. Donc, vous semblez défendre la position de ce pouvoir et ça blesse les autres, les honnêtes Togolais. Est-ce que moi je constate? Oui, ça c'est... Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Je vous en prie. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Marlot. Merci d'avoir donné votre point de vue sur le sujet. Il y a un autre auditeur, mais avant peut-être de le recevoir, il y a un autre qui pose beaucoup de questions finalement, peut-être adressées à Michel. Il dit, de quoi le pouvoir avait peur pour refuser de bien faire les choses? De tout temps, le pouvoir dit avoir gagné et clame sur tous les toits alors qu'il fasse bien les choses pour encore gagner une énième fois. Non, vous ne pensez pas. Allô? C'est Duty Dagoué. Monsieur Duty, nous vous écoutons. Mais je me demandais, notre pouvoir-là, il veut nous amener où? Pourquoi vous posez cette question? C'est comme ça dans les autres pays, ça commence comme une blague et finalement nous tous nous sommes conscients de ce qui se passe. Parce que, vous voyez, il ne faut pas se réjouir du pouvoir, mais introduire le peuple dans des bêtises ou dans des erreurs où demain nous serons incertains. Soyez sincères envers nous. D'accord. Nous tous nous voulons. Le pays c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour la famille Massélé, ni pour la famille Oudjo, ni pour ni Bawara. Le pays, c'est pour nous tous. Mais là où ils en sont, aujourd'hui, prennent des décisions qu'on ne comprend plus rien. Je ne sais pas ce que je dis, vous comprenez, monsieur. On comprend, oui, bien sûr. On ne comprend plus rien. Tantôt c'est ça, tantôt ils veulent nous amener où? Que le pays sombre demain. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Douti. Il y a une autre réaction d'un auditeur qui nous dit, en principe, la CENI devrait déjà nous faire le point de nombre de personnes recensées aux premières journées de recensement. Sinon, c'est une autre occasion de continuer à recenser des mineurs et des étrangers offerts sur un plateau d'or à ce pouvoir. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, M. Koulani, comment allez-vous? Je me porte très bien. Très bien, nous vous écoutons. Oui, moi, c'est à propos de la CEDEAO. Mais vous savez, quand les gens critiquent cette CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO de 2005. Hein. Tous les chefs de l'État qui étaient en 2005 ne sont plus au pouvoir dans ces pays. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit plus sérieux. Et puis les jeunes qui animent la CEDEAO aussi voient. Nous avons échoué, que ce soit la C14, le parti au pouvoir, et le problème est tombé dans la main de la CEDEAO, on ne sera plus consommer. Ça, je vous l'ai dit, ça c'est certain. On était capable de nous asseoir ici. Aujourd'hui, on est obligé de consommer. On nous dit aujourd'hui que la feuille de route a été violée, ceci a été violé. Même nos terres sont violées. Mais vous êtes obligé de consommer. Monsieur Eric, vous ne voyez pas que vraiment les gens nous prennent comme si on était des bandits dans ce pays, ou bien on ne connaît rien. Qui est-ce qui viole les tests, M. Koulani? Mais les deux, non. Le parti au pouvoir est la C14. Et si vous voyez comment la composition de la CENI, aujourd'hui, Tinouchen, Éric Dupont-Aignan, ils ne vont pas les prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Eux, ils vont se retirer au niveau ceux de l'ANP. Finalement, on va où là? Quand on a demandé qu'ils voulaient la parité, il faut que l'IFC sorte. Finalement, ils veulent amener le peuple où? On donne 3 jours maintenant pour récupérer, et puis les gens refusent encore. Finalement, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Mais puis il faut écouter que la CEDEAO aussi ne va pas venir rester derrière la C14. Et ils veulent la paix,
et puis qu'on puisse faire, pour qu'on puisse respecter les institutions. Mais en tout cas, chacun prend ses responsabilités, hein, monsieur. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Kolani, merci de nous avoir appelé. Un autre auditeur qui nous dit, il lui pose une question, à supposer que UNIR n'était pas au pouvoir. En quoi l'expression en aucun cas serait faite contre quelqu'un? Faites-nous les réformes sans tâche et sans idée cachée, nous dit l'auditeur. Un sixième au téléphone, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Isaac. Monsieur Isaac, merci de nous avoir rejoints, nous vous écoutons, Isaac. Mais je voulais demander, pourquoi au Togo on ne veut pas faire des choses bien? Franchement, si moi je viens de Félou, si je vous dis que quand j'avais 18 ans, j'ai voté 2 fois. C'est-à-dire qu'on te donne d'abord une carte que tu as même 90 ans. Oui, aujourd'hui, quand on entend des choses comme ça nous énerve. Pourquoi on ne peut pas faire des recensements propres? Et aujourd'hui, voilà, Bawara ne nous fait pas... Sa politique-là, vraiment, ça dénigre du Sénégal. C'est pas la fierté du Sénégal. Est-ce que même il fait son travail? Ils sont seulement la politique, ils ne font pas la fierté du Sénégal. Franchement, ça... Oui, mais Isaac, excusez-moi de vous contredire, mais on ne parle pas de Duffelgou, on parle du Togo, là. Je ne m'en disconviens pas. Mais nous voulons que les élections aillent bien, propres. Actuellement, j'ai été un représentant de l'ANC à chose. Quand vous sortez en même temps, on vous donne 2000 à chacun. Il faut que je vous dise la réalité. Hein. Et voilà, tous ceux qu'on met dans les bureaux de vote sont des directeurs. Parce que si tu ne fais pas bien, allez-y vers le nord. Mais maintenant, le nord n'est pas comme ça. Moi, je leur dis la réalité. D'accord. Ils pensent qu'ils vont gagner vers le nord, c'est faux. D'accord, très bien. Monsieur Isaac, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. On va prendre encore un autre auditeur et puis on va clôturer en studio. Il y a un auditeur déjà qui nous envoie un message qui nous dit, parlant de la souveraineté, il faut rappeler que le chef de l'État lui-même qui est allé chercher la CEDEAO, donc qu'on arrête de nous embrouiller, dit l'auditeur. Un dernier au téléphone, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Oui, bon, je voudrais intervenir sur le discours de monsieur son excellent cité à Sadam. Oui, allez-y. Il a bien dit dans son discours qu'ils ont fait confiance à la CEDEAO, malgré la feuille de route qu'ils les ont donnée, par respect, ils ont accepté. Maintenant, pourquoi le pouvoir ne veut pas respecter la feuille de route? Tout à l'heure, il y a une journaliste là-bas qui disait que le gouvernement est dans la logique qui suit la feuille de route. Là, dans la feuille de route, là seulement, il est marqué seulement le 20 décembre. Il y a les mesures d'apaisement. Il y a tout. Ils ont tardé tout avec leur allume. Oui, mais ça aussi, Michel l'a relevé, les mesures d'apaisement. Même les mesures d'apaisement, les gens qui se coupent en prison, ça, on me dit qu'il faut que la justice fasse ça. On a vu dans ce pays, on a jugé les gens, on a arrêté les gens le lendemain, les gens jugés, les gens condamnés dans ce pays. On a vu dans ce pays où notre commissaire est papier, dans une en 48 ans, je ne sais pas quel ministre, un ministre est devenu député après président de l'Assemblée nationale, président de la République, qu'on a vu dans ce pays. Donc, ils veulent que libérer réellement ces gens-là. Ils n'ont qu'à les libérer et puis bon, le pays va avancer. D'accord. Dans le feu de route, il n'y a pas que le 20 décembre. Tout ce que moi j'ai à vous dire est que on veut que notre pays avance. On ne veut pas aller, quand on dit qu'on avance, qu'on ne va pas dans le sens de chaos, le pays va dans le chaos. Le RPT nous amène dans le chaos. Mais on les rassure avec leur ministre Dora que nous, on est là. Même à n'importe quel pays, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Merci de nous avoir appelé. Un auditeur qui nous dit, on ne prendra plus de coups de fil, excusez-nous, puisqu'il est presque l'heure. Un auditeur qui nous dit, il faut que la C14 apprenne à dire la vérité à leurs militants. À lire le compte rendu que la C14 a fait de leur voyage de Conakry, tout bon esprit doit pouvoir constater que le compte rendu est vide. Le communiqué de la CEDEAO vient mettre à nu ce qu'ils ont voulu cacher à leurs militants. Je ne sais pourquoi les leaders de la C14 se font les étonner. Il faut que la population cesse de réfléchir par procuration
écrit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, pour la réforme constitutionnelle, si la phrase « en aucun cas n'est pas mentionnée dans la réforme », c'est pour permettre et encourager la médiocrité au sommet de l'État en perpétuité. Dieu vient au secours du Togo, conclut l'auditeur. Un autre qui nous dit, c'est déplorable que nos gouvernants manquent autant de patriotisme, d'amour pour la nation, d'amour pour la population qui souffre. C'est dommage qu'UNIR ne puisse essayer de gagner pour une fois clairement. Voilà. On va clôturer. Je vais faire le tour de table. Jacques, je vais commencer par vous. Non, je crois que par rapport à Maglo c'est quelqu'un que je connais très bien, que je respecte. Il a dit qu'il est tombé de son lit. Quand je disais que j'espère qu'il n'a pas eu de fracture. Hein. Quand j'ai dit que le Togo ne va pas sombrer, je crois que Maglo, c'est une personne qui est très intelligente, que j'apprécie beaucoup parce que il intervient surtout sur beaucoup de médias, je l'apprécie. Mais je crois que Monsieur Maglo, vous savez, nous sommes des journalistes, nous ne pourrons jamais venir sur un média pour faire l'apologie de la violence. Je crois que dire par exemple que la manière dont les choses s'organisent, ça peut nous amener à la violence, ce n'est pas juste l'apologie de la violence. Ah bon, selon lui. Parce qu'il a dit que j'ai dit que cela ne pourra jamais arriver. Donc je crois que une fois encore, nous prêchons toujours la paix. Je crois que tout bon Togolais, tout bon citoyen ne peut jamais souhaiter le chaos pour son pays. Bien. Et c'est dans cette logique-là que moi j'ai dit, le Togo ne sombrera pas. Michel. Non, le Togo ne sombrera pas. Je pense que c'est dans cette logique-là que Jacques a parlé. Il ne nous revient pas en tant qu'homme des médias lorsque nous avons... Il y a un auditeur qui nous dit, la paix ne veut pas dire absence de guerre. Oui. Nous avons vu dans beaucoup de pays comment nos confrères ont contribué à des situations difficiles. Nous, ici, notre rôle, nous devons contribuer à préserver la paix. Et les acteurs politiques, ils sont là pour faire de la politique. Nous n'allons pas nous substituer aux acteurs politiques. Ils sont là pour faire la politique. Mais nous, en tant que agents hommes des médias, nous devons quand même, dans ce qui nous revient, faire en sorte que les citoyens puissent quand même vivre dans la paix. Et nous devons le maintenir. C'est comme ça. On ne doit pas être les oiseaux de mauvais augure en prêchant la violence ou quoi que ce soit. Non, notre rôle, c'est d'amener les hommes politiques à préserver la paix au-delà de leurs divergences. Alors, il y a un auditeur qui nous disait la dernière fois que le gouvernement et la C14 s'arrangent pour ne pas s'entendre, et c'est le peuple togolais qui est laissé pour cause. Et il continue ce matin, je suis vraiment désolé que le président du PNP parle de désobéissance civile. Gérard Ouessant, pour clôturer. Non, moi, comme mes confrères, je dis aussi que nous devons beaucoup lutter pour la paix. Mais bon, lutter pour la paix, ça veut dire aussi beaucoup lutter pour la justice, l'équité et le bon sens. Pour moi, c'est ça. Dire seulement que nous prions pour qu'il n'y ait rien, mais au même moment, nous laissons les gens pratiquer l'injustice massivement, l'inéquité massivement, oublier le bon sens massivement et se dire que il y aura la paix. Pour moi, c'est un vœu pieux. J'ai promis de vous donner la parole sur le cas de la CEDEAO. Vous la trouvez quand même capable encore de gérer la crise togolaise? Moi, je crois plus aux Togolais qu'à la CEDEAO, parce que la CEDEAO, le Togo ne leur appartient pas. C'est à nous qu'appartient le pays. C'est nous qui devons lutter, qu'on soit du bord du régime ou bien du bord de l'opposition. Une dernière question que moi je voudrais poser, où se trouvent actuellement les kits? Qui les sécurise? Vous savez ce que c'est que l'informatique, comment c'est manipulable, comment c'est bourrable. Où sont les choses aujourd'hui, étant donné que les 8 membres de la CENI qui devaient venir de l'opposition, qui devaient faire le contrepoids, ne sont pas là, et c'est sous la garde d'un juge, et ce juge se trouve être encore parti. Est-ce que la garantie est là que les kits ne sont pas actuellement manipulés? C'est de tout ça qu'on devrait parler si on veut réellement la paix dans ce pays, pour qu'il n'y ait pas de contestation. En tout cas, un auditeur qui nous dit qu'à la lieu où les choses se déroulent, on se dirige tout droit vers l'abattoir, même si Jacques ne veut pas l'entendre. Il ne suffit pas de dire qu'on ne veut plus entendre ça. On est entre Togolais, on va se comprendre. Ce ne sont que des jeux de mots pour faire endormir, sinon les actes et les faits nous montrent autre chose. L'auditeur qui vous rejoint, Bafinati, comme on a commencé, en parlant de la route, du boulevard Jean-Paul II,
il sera bientôt baptisé boulevard de la mort, puisque je ne vois pas pourquoi on peut réhabiliter ce grand boulevard sans mettre un trottoir au milieu, c'est-à-dire avoir un aller-retour, ne serait-ce que de Saint-Joseph à Kégué. Dit donc l'auditeur, messieurs, merci beaucoup d'être venu pour le débat. Et si vous vivez là-bas à Kégué comme nous, vous serez aussi indigné comme moi. D'accord. C'est terrible. Merci beaucoup à Gérard Ouessa du SICA, Michel Tchadja, Ouara le vainqueur et Jacques Diakouti. Merci à Jacques Français qui a assuré la coordination technique. Dimanche, Dicodo n'est plus finalement arrivé, c'est pas grave. Appelez-moi Saint-Régator. À demain. Yo, toujours la même histoire, toujours les mêmes problèmes, dans le même système, toujours les mêmes inégalités, la même injustice, yo, y'a gagnant, yo, les riches s'enrichissent, et les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent, et les pauvres s'appauvrissent, yo, la lutte, la survie te rend complètement dingue, les riches s'enrichissent, et les pauvres s'appauvrissent, yo, pour tous les crédits, ou les dettes, ou les flingues, mais les riches s'enrichissent, et les pauvres s'appauvrissent, yo, la route est longue, les riches s'enrichissent, et les pauvres s'appauvrissent. De Paris à Cape Town, understand, je vois tout sur la même